Bonjour à tous. Cet après-midi, les sénateurs examinent 3 propositions de loi provenant des groupes socialistes, communistes et radicaux. 3 textes qui sont identiques et qui portent sur la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements. Pour les auteurs de ces textes, les départements rencontrent des difficultés financières qui sont notamment dues aux charges qui pèsent sur eux au titre de 3 allocations individuelles de solidarité, le RSA, le revenu de solidarité active, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. Ces 3 allocations sont effectivement en hausse sans que cette hausse soit compensée par l'État et donc tout cela pèse sur le budget des départements. Tout de suite, direction l'hémicycle pour le début de la discussion générale. C'est Yves Daudigny, sénateur de l'Aisne et co-signataire de cette proposition de loi qui ouvre les débats. Monsieur Dallier, il y a un rappel au règlement ? Je vous donne la parole. Monsieur le Président, 2 rectifications sur des scrutins sur le numéro 126 sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2011. Monsieur Alain Fouché a été déclaré comme votant pour alors qu'il aurait souhaité s'abstenir. Et sur le numéro 130, le scrutin 130 sur l'amendement 34 du projet de loi de modernisation des professions judiciaires, Sophie Joissaint, François Pillet et Bruno Gilles ont été déclarés comme votant contre alors qu'ils souhaitaient voter pour. Monsieur Dallier, acte vous est donné de la mise au point au sujet d'un vote. Elle sera publiée au journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la discussion. Président Collin, puis Nicole Borvo. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, rappel au règlement. Simplement, Messieurs, mes chers collègues, rappelez que cet été, une délégation de l'Assemblée des départements de France, conduite par son président Claudie Le Breton, a rencontré Monsieur le Premier ministre et au cours de cette rencontre, au cours de cette réunion, François Fillon a pu mesurer, à travers les propos qui ont été tenus, la situation financière dramatique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les conseils généraux. De manière unanime, les représentants de l'ADF ont insisté sur l'urgence de parvenir à un rééquilibrage du financement des 3 allocations universelles que nous connaissons bien de solidarité, APA, PCH et RSA, dont l'État assure une part de plus en plus faible. Cette rencontre aura permis d'ailleurs au Premier ministre et à son gouvernement d'apprécier le caractère structurel des difficultés de financement des allocations de solidarité. Depuis, concernant le RSA et le PCH, aucun calendrier précis de travail n'a été proposé par le gouvernement, laissant ainsi les conseils généraux dans l'incertitude la plus totale quant à leur avenir immédiat. Enfin, la mise en place d'un fonds d'aide d'urgence sous conditions pour les départements les plus touchés n'aboutira qu'à un encadrement de la libre administration départementale. C'est la raison pour laquelle Claudie Le Breton, lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue, des présidents de conseils généraux qui s'est tenue à Avignon, Assemblée générale de l'ADF, a proposé un vœu unanime qui a été signé par l'ensemble des présidents, toutes tendances confondues, pour mettre en place une proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements. Et c'est devant ce vœu unanime et ce souhait exprimé par l'ensemble des départements que les groupes CRC, PS et RDSE ont pris l'initiative de déposer cette proposition de loi dans le cadre de l'ordre du jour réservé. Et pour terminer, ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'il semble bien que cette belle unanimité pour souhaiter la mise en place de cette loi ne semble pas être aujourd'hui partagée de façon unanime sur cet hémicycle, si j'en juge le dérouleur et le peu d'intérêt qu'a suscité cette proposition de loi de la part de la majorité sénatoriale. Je voulais, au cours de ce rappel au règlement, simplement le faire remarquer en vous remerciant. Merci, Monsieur le Président. La parole est à la présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat. Merci, Monsieur le Président. Je veux m'associer, à tenir des propos voisins de ceux de mon collègue Yvan Collin, parce que
pour faire remarquer effectivement que nous avons eu ici au Sénat souvent l'occasion d'entendre des représentants des conseils généraux émettre des avis voisins sur tous les bancs de l'hémicycle. Nous savons combien le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, se fait fort de défendre les collectivités territoriales. On a vu ce qu'il en était récemment avec le vote de la réforme que la majorité a votée. Mais ceci dit, c'est vrai que l'Association des départements de France est adressée à tous les groupes, que c'est une question d'importance, qu'elle l'a fait en représentant, je crois, la majorité de ses adhérents. Et aujourd'hui, on peut constater que d'abord, ça ne suscite pas un intérêt très grand. On sait bien qu'il y a les intempéries, mais enfin, de la majorité. Et ça, nous voyons aussi que cette proposition de loi, qui ne fait que, je crois, traduire le sentiment très très largement partagé des présidents de conseils généraux et des conseillers généraux, et que, ma foi, il ne semble pas que cette proposition recueille un accord unanime, ce qui est très regrettable. Madame la Présidente, ce rappel au règlement sur l'ordre du jour. Monsieur le Président de la Commission, ce rappel au règlement. S'il vous plaît, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Monsieur Guillaume, je vous en prie, je vous en prie. Non, je vous en prie, allez-y. Rappel au règlement et le Président Arthuis après. Excusez-moi. Comme autant entendre les présidents de groupe et puis Monsieur le Président Arthuis. Donc la parole est à Didier Guillaume, puis après à Jean Arthuis, Président de la Commission des Finances. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre groupe s'associe au rappel au règlement fait par le Président Collin et la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une démonstration. C'est la démonstration que la majorité se fiche éperdument des territoires, des départements, de leur situation financière et des allocations universelles sociales qu'ils sont données au nom du gouvernement, au nom de l'État, par les conseils généraux. C'est ça la réalité. Alors qu'il avait été dit, alors qu'il avait été décidé, mais nous y reviendrons tout à l'heure, unanimement par l'ensemble des membres de l'Assemblée des départements de France, d'essayer de trouver une solution afin, tout simplement, je ne me permettrai pas, Monsieur le Ministre, de vous engueuler. Je ne me permettrai pas de vous engueuler, surtout que vous êtes là, Monsieur le Ministre Fourcade. Mais la réalité, elle est celle-ci. Alors qu'il avait été décidé à l'unanimité, par l'ensemble des présidents de conseils généraux de France, lors du dernier congrès qui s'est tenu en Avignon il y a cela quelques semaines, d'essayer de trouver une réponse, une solution à l'important problème qui est posé à tous les départements, pas uniquement ceux de gauche, également à ceux de droite, qui est celui du financement des allocations universelles de solidarité. Nous pouvons constater malheureusement le fait que, aujourd'hui peut-être, mais nous allons voir dans le débat, une partie des sénateurs, ceux de gauche notamment, vont avancer des propositions, et peut-être d'autres ont été impuissantés pour le faire, peut-être par des consignes, tout simplement pour d'autres sujets. C'est ça le débat. C'est en aucun cas une accusation, c'est un constat. Et ce rappel au règlement s'appuie sur l'article que vous souhaitez, Monsieur Dallier, mais c'en est un. Bien, mes chers collègues, je vais donner la parole à Paul Blanc, puis au président de la Commission des Finances, sachant que ces rappels au règlement sont sur l'ordre du jour, mais qu'ils ont un petit goût d'avant-débat que nous reprendrons après. Donc je donne la parole à Paul Blanc, puis au président Arthuis, et après nous continuons l'ordre du jour. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais quand même rappeler que je ne peux pas laisser dire que la majorité s'est désintéressée de ces questions. Je rappelle à l'opposition les déclarations que j'avais faites à l'occasion de l'examen du budget de la solidarité nationale le 26 novembre dernier. C'est vrai que vous n'avez pas pu l'entendre parce que malheureusement nous n'étions en séance que 8 et je le regrette profondément.
Je pense que si vous avez été là, vous vous seriez rendu compte que nous nous en préoccupions. C'est le premier point. Deuxième point que je voudrais rappeler, c'est que c'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais que nous avons aussi proposé des solutions. Et dans mon rapport, j'avais effectivement avancé quelques pistes. Troisième réflexion que je voulais faire quand même, c'est que ces solidarités nationales concernent tout spécialement l'APA et concernent tout spécialement le handicap. La différence entre vous et nous, c'est que quand Lionel Jospin a créé l'APA, rien n'a été prévu pour la financer. Pas une seule ligne n'a été prononcée, d'un seul mot a été prononcé pour essayer de voir comment on allait la financer. Et donc, bien entendu, aucun engagement n'a été pris. En ce qui concerne le handicap, ça n'a pas été la même chose. Parce que je vous rappelle que par rapport à la création enfin, au moment de la discussion de la loi du 11 février 2005 que j'ai eu l'honneur de rapporter, il y a eu la création de la Caisse nationale de solidarité autonomie, qui finance par la journée de travail supplémentaire une partie. Certes, c'est peut-être insuffisant, c'est la raison pour laquelle aussi, parmi les propositions que j'avais faites, c'était éventuellement d'envisager, mais c'est une proposition, une journée de solidarité supplémentaire. Et donc, je ne peux pas laisser dire que la majorité ne se préoccupe pas de ce problème. Et enfin, vous le savez très bien, puisque en ce qui concerne la dépendance, qui touche un petit peu le handicap, eh bien là aussi, il y a une discussion qui doit s'effectuer pour essayer de trouver des solutions de financement. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Finances, et puis nous allons passer à l'ordre du jour. Après ces Monsieur le Président, je vous remercie avant-propos. pour l'acceptation extensive du rappel au règlement. Et ça me permet peut-être de rappeler quelques points qui peuvent constituer des jalons pour la discussion qui s'engage. Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut se prévaloir du monopole de la défense des départements. Mais je voudrais simplement vous rappeler que nous venons de voter le projet de loi de finances pour 2011 en essayant de contenir le déficit et qui ne sera que de 92 milliards. Et je fais observer aux auteurs de cette proposition de loi que cette belle contribution pour les départements a pour conséquence d'augmenter la dépense publique, en tout cas le déficit de l'État, de 3 milliards 400 millions. Je voudrais vous dire qu'entre-temps, il s'est produit un phénomène d'apaisement pour les départements, puisque le produit des droits de mutation à titre obligatoire a progressé en 2010 d'1 milliard 800 millions, que le Sénat vient de voter un fonds de péréquation des DMTO qui s'élève à 380 millions et que l'apport qui va revenir à un certain nombre de départements, la plupart des départements, est significatif et que par conséquent, les difficultés si aiguës dont il avait été fait écho lors de la récente Assemblée générale des départements de France se trouvent quelque peu relativisées. Je ne dis pas que le produit des DMTO et du fonds de péréquation sera aussi important en 2012 qu'en 2011, mais pour l'immédiat, il me semble que nous avons un début d'apaisement pour régler au mieux cet effet de ciseaux. Qu'au surplus, les députés sont saisis d'un projet de loi de finances rectificative qui comporte un supplément de crédit de 150 millions pour ceux des départements qui se trouvent confrontés à des difficultés particulières et que ceci est de nature à apaiser certaines des craintes exprimées, que d'autres départements, par pragmatisme, ont, dans un esprit visionnaire, augmenté très sensiblement les taxes foncières pour réduire corrélativement les taxes d'habitation. Je pense au département de l'Aisne. Et peut-être que M. Daudigny nous dira comment il vit cette expérimentation qui a pour conséquence d'assécher les ressources des communes et communautés de communes au profit des départements. Donc on voit que chacun a su trouver une martingale pour se sortir au mieux de ces difficultés. Ayant dit cela, peut-être faudra-t-il aussi aller, chers collègues, vers d'autres mesures plus radicales
pourrons-nous durablement équilibrer les finances publiques en maintenant la durée du temps de travail en deçà de 35 heures? Je ne le crois pas. Et donc, au-delà des considérations dogmatiques, partisanes, qui sont les clés d'accès au pouvoir, peut-être faut-il sortir les uns et les autres du déni de réalité qui fait offense aux réponses d'optimisme et de confiance qu'attendent les Français. Bien, mes chers collègues, même si j'ai le sentiment que ces rappels au règlement ont déjà permis un avant-goût de notre débat après-midi, je ne pense pas pour autant que vous vous soyez complètement exprimé et peut-être avez-vous encore quelques considérations à faire. Donc je vous rappelle que l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements. Proposition de loi présentée par Jean-Pierre Bel, Clodo, Yves Cratingier, Gérard Miquel et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés, et que la conférence des présidents, comme l'a rappelé le président Collin, a décidé que seraient jointes à cette proposition deux propositions de loi identiques présentées par Yves Collin, Jean-Michel Baillet et plusieurs de leurs collègues du groupe RDSE, et Nicole Borvo, Cohen-Seat, Marie-France Beaufils, Odette Terrat, Jean-François Voguet, Mireille Schurch, Eline Assassi, Josiane Maton-Poinat et les membres du groupe CRC. Dans la discussion générale, la parole est à notre collègue Yves Daudigny, pour le groupe socialiste, Yves Daudigny, co-signataire de la proposition de loi pour 20 minutes, sachant que nous sommes enfermés dans un délai qui ne peut dépasser 4 heures. Mon cher collègue, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'heure est grave pour les départements français. L'heure est grave car ils sont aujourd'hui confrontés aux pires difficultés financières qu'ils n'aient jamais connues depuis l'acte 1 de la décentralisation, il y a maintenant près de 30 ans, et ceci, Monsieur le Président de la Commission des finances, malgré les éléments que vous venez de citer. C'est donc avec beaucoup de détermination et conviction que je vais présenter aujourd'hui devant vous cette proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les conseils généraux, déposée par mon groupe, mais également par nos collègues des groupes RDSE et CRC-SPG. Cette proposition est le fruit d'un travail de longue haleine mené par les parlementaires et par les départements eux-mêmes au sein de l'Assemblée des départements de France, sous la houlette de son président Claudie Le Breton et de Michel Dinet, son premier vice-président. Puisqu'ils sont présents en tribune aujourd'hui pour assister à ce débat important, je voudrais en profiter pour les saluer chaleureusement, ainsi que les présidents de conseils généraux assis à leur côté, quelle que soit leur sensibilité. Car ce texte, il faut insister sur ce point, n'est pas une opération de communication partisane. Dans le cas présent, il n'y a pas d'un côté les départements de gauche ou du centre qui s'opposent au gouvernement et de l'autre les départements présidés par des élus de la majorité présidentielle qui soutiennent ce même gouvernement. L'enjeu transcende ici les clivages politiques traditionnels. Depuis le début, nous nous sommes appuyés sur le travail collégial entrepris par l'Assemblée des départements de France, qui a d'ailleurs fait elle-même le choix du pluralisme et de la responsabilité sur ce dossier. Je reviendrai dans quelques minutes sur les principes énoncés par ce texte. Ceux-ci sont issus de la démarche lancée par les présidents des départements dans le cadre de leur association il y a plus d'1 an. En mars dernier, à l'unanimité, les présidents de conseils généraux du bureau de l'ADF décident de l'urgence de conduire un travail sur le financement durable des allocations individuelles de solidarité et de la nécessité de proposer des mesures législatives au Parlement. À partir de cette date, plusieurs dizaines de départements, de gauche comme de droite, ont travaillé pendant plusieurs semaines, avec l'aide de spécialistes, à l'élaboration d'un texte législatif qui s'approche de celui dont nous débattons aujourd'hui. La première version de cette proposition de loi fut présentée au président de conseils généraux à la fin août. Ce jour-là, le bureau de l'ADF a donné mandat à son président, Claudie Le Breton, pour poursuivre le processus, notamment par la rencontre de l'ensemble des responsables de notre Assemblée, présidence, groupe politique, commission des finances et des affaires sociales. Avec beaucoup de pédagogie, l'ADF a détaillé les tenants et les aboutissants de la démarche engagée, l'accueil et l'écoute
qui lui furent réservés par chacun d'entre vous à cette occasion honorent le Sénat. Ces échanges de grande qualité ont incontestablement nourri la proposition de loi et le texte qui a été déposé sur le bureau de notre Assemblée n'aurait pas été ce qu'il est sans ces échanges constructifs. Convaincus de l'importance de ce texte, 3 groupes ont donc décidé de son emparer afin qu'il puisse connaître un véritable débouché parlementaire. En déposant cette proposition pour un examen par notre Assemblée, nous avons ainsi fait écho à la demande unanime des 102 présidents de département réunis les 20 et 21 octobre dernier à Avignon pour le 80e congrès de l'ADF. Je cite la résolution unanime de ce dernier congrès. Les présidentes et présidents de conseils généraux sont satisfaits de l'accueil réservé à cette proposition et espèrent que les conditions seront réunies pour qu'elle aboutisse à la compensation quasi intégrale des 3 allocations. Le texte que nous allons examiner aujourd'hui a donc une histoire et une légitimité. Il a été mûrement réfléchi et permet enfin d'ouvrir au sein de la représentation nationale un débat très attendu par la France des départements, mais aussi et surtout par nos millions de concitoyens concernés par ces prestations sociales universelles. La notion de solidarité nationale est au cœur de notre démarche et il faut bien mesurer ici le rôle spécifique des départements en la matière. Les conseils généraux sont en effet les seules collectivités territoriales à verser pour le compte de l'État des allocations individuelles de solidarité. Ces dernières, et je reprendrai ici l'exposé des motifs du présent texte, constitue un droit voté par le Parlement et auquel peut accéder une personne âgée pour compenser la perte d'autonomie due à son âge, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, une personne qui ne touche pas suffisamment de revenus pour vivre dignement, c'est le revenu de solidarité active, auparavant revenu minimum d'insertion, une personne handicapée pour adapter son environnement de telle sorte qu'elle puisse vivre pleinement sa vie et ses projets, c'est la prestation de compensation du handicap. Toute personne accède à ce droit sur la base d'un examen de sa situation individuelle qui donne lieu à un plan d'aide ou à un contrat régulièrement évalué au regard de l'évolution de la situation de chaque personne. En résumé, une allocation individuelle de solidarité, c'est une somme d'argent attribuée à une personne sur la base à la fois d'un droit établi nationalement et d'une évaluation individuelle et régulière de la situation de chaque personne. L'APA, la PCH et le RSA sont donc par essence des prestations universelles de même nature que les allocations familiales dont personne ne songerait ici à remettre en cause le paiement intégral par l'État. Sans vouloir faire offense au rapporteur de la Commission des finances, nous ne nous plaçons pas ici dans un débat juridique pour savoir si ces allocations ont fait l'objet d'un transfert de compétences ou d'une création de compétences à la charge des départements. Nous affirmons ici un principe général, celui du financement par la solidarité nationale d'allocations imaginées dans le droit fil du programme du Conseil national de la résistance. Le préambule de la Constitution de 1946, intégré dans celui de notre Constitution actuelle, définit extrêmement bien ce principe. Il dispose ainsi, je cite, que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. C'est bien ce fondement essentiel de notre pacte social républicain que nous souhaitons défendre à travers ce texte. Néanmoins, monsieur le rapporteur, quand bien même seriez-vous insensible à ces arguments, nous sommes prêts à débattre avec vous de la question de la libre administration des collectivités territoriales. Peut-être avez-vous raison juridiquement sur l'absence d'obligation constitutionnelle de financement intégral par l'État de l'APA et du RSA
compte tenu des régimes législatifs sur lesquels elles ont été créées. Mais c'est précisément la raison pour laquelle nous souhaitons revoir la législation qui s'applique et clarifier les choses aujourd'hui afin de remettre à plat le financement de ces dispositifs qui ont été conçus à une époque où, certes, la situation économique était plus stable et les finances publiques plus sereines. N'est-ce pas notre rôle, nous, parlementaires, de revisiter les textes que nous avons pu adopter pour les rendre cohérents avec l'évolution de notre société? Aujourd'hui, le gouffre entre les dépenses réalisées par les départements pour payer les 3 allocations et les recettes transférées par le niveau national à ce titre est de plus en plus vertigineux. Devons-nous partager ce constat et ne rien proposer? Que dire de la responsabilité du Parlement si celui-ci n'est pas en mesure de construire une réponse collective à cette situation inédite? Aujourd'hui, avec un tel déficit de financement, ne peut-on pas parler d'atteinte à la libre administration des collectivités territoriales? Je note d'ailleurs que c'est sur ce fondement qu'une 60aine de départements s'apprêtent à saisir le Conseil constitutionnel à travers le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité QPC. Mes chers collègues, nous sommes plongés depuis plusieurs semaines dans le débat budgétaire. Cette proposition de loi arrive donc au bon moment, car nous savons tous qu'à travers ce texte, c'est à une question de société que nous répondons. Il s'agit donc clairement d'un choix politique que le Parlement doit faire pour garantir à nos concitoyens qui en ont besoin une protection à la hauteur de notre histoire contemporaine. C'est pourquoi nous préconisons, et j'en viens donc à l'explication de la proposition de loi en elle-même, la compensation quasi intégrale de 3 allocations. Le texte que nous vous soumettons prévoit que cette compensation sera assurée après consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges et sera déterminée par la loi de finances selon les modalités habituelles, fiscalité ou dotation budgétaire. Les 6 articles de la présente proposition de loi viennent donc préciser les modalités de ce rééquilibrage du financement de ces 3 allocations. L'article 1er vise à modifier la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion, de façon à ce qu'à compter de 2010 et pour l'exercice 2011, la compensation des charges résultant du transfert du RMI et de l'extension du RSA soit réajustée chaque année après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges. Les articles 2 à 4 concernent l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Il prévoit ainsi, d'une manière générale, qu'à compter de 2010, les charges résultant pour les départements des prestations versées au titre de l'APA à domicile ou en établissement sont compensées sur la base des dépenses constatées au dernier compte administratif des conseils généraux après avis de la CCEC. Je ne rentre pas dans les détails des différents calculs proposés à cet effet, mais il convient de préciser que le dispositif envisagé prend en compte ce que les départements finançaient avant la création de l'APA, c'est-à-dire la PSD, prestation spécifique dépendance. Dans ces conditions, nous avons instauré un mécanisme qui déduit du droit à compensation le montant actualisé de cette PSD et qui instaure ce que d'aucuns, notamment, appellent un ticket modérateur à la charge des départements. L'article 5 tend pour sa part à ce que les charges supportées par les départements au titre de la PCH soient compensées sur la base des dépenses constatées au dernier compte administratif des conseils généraux. Enfin, l'article 6 prévoit que le gouvernement prendra par ordonnance les mesures nécessaires à l'application des dispositions envisagées par la présente loi au DOM. Ces dispositions ont le mérite de la clarté, de la lisibilité et de l'efficacité. Malheureusement, si on en croit le rapporteur, elles iraient, je cite, toutes dans le sens d'une déresponsabilisation des départements dans la gestion des allocations.
Pardon de vous contredire une nouvelle fois, Monsieur Guéné, mais vous semblez méconnaître là le fonctionnement réel de nos collectivités. Les élus qui dirigent les départements de France ne sont pas des irresponsables. Pourquoi estimez-vous de la sorte que ces derniers ne sont pas capables de gérer avec le même sérieux l'argent des contribuables locaux et celui des contribuables nationaux? Les conseillers généraux ne sont pas des enfants. Ils pilotent l'action sociale locale depuis maintenant près de 30 ans et ils ont désormais toute la légitimité pour le faire. J'ajoute 2 éléments. 1. Si la conférence sur le déficit public, initiée par le gouvernement, a eu un mérite, c'est bien de montrer que ce ne sont pas les collectivités qui sont responsables du déficit public et qu'en matière de gestion, celles-ci n'ont pas de leçons à recevoir. 2. La responsabilité, je parle de notre responsabilité, elle est bien là, car la couverture qui est demandée, outre qu'elle prend en compte ce que les départements finançaient déjà, ne concerne surtout que le montant stricto sensu des allocations. En aucune matière, notre proposition de loi ne vise à financer la mise en œuvre par les départements de la distribution de ces allocations, que ce soit les personnels dédiés ou les moyens administratifs consentis. Monsieur le rapporteur avance également dans ce rapport que, d'une manière générale, la réforme proposée, je cite, remettrait en cause le principe même de la décentralisation du RMI et de la gestion décentralisée de la PCH. Mes chers collègues, je vous le dis tout net. Pourquoi, en lisant cette phrase, avons-nous la désagréable sensation que décentralisation est ici employée comme synonyme de désengagement? Transférer des compétences de quelque nature que ce soit à des échelons infra-étatiques pour en améliorer la gestion ne signifie pas automatiquement réduction drastique des coûts pour l'État de la politique en question. Pour le cas d'espèce, le coût de l'allocation décidé au niveau national devrait incomber intégralement à l'État. Si ce dernier avait encore la gestion du RSA, il serait d'ailleurs bien obligé de verser les sommes nécessaires aux bénéficiaires. Cette vision de la décentralisation ne saurait être la nôtre. D'ailleurs, l'apport fondamental des collectivités en la matière est bel et bien à chercher dans le véritable savoir-faire qu'elles possèdent en matière de proximité. Cette gestion efficace au plus près des besoins de nos concitoyens est bien entendu source d'économie et permet ainsi une utilisation équilibrée de la dépense publique. Et je suis certain d'ailleurs que mes collègues, par la suite du débat, ne manqueront pas de décrire le dynamisme des politiques mises en œuvre par les collectivités territoriales. Vous l'aurez bien compris, cette proposition de loi, et cela a été dit avant, a donc un coût, celui de la mise en œuvre d'une solidarité nationale juste, efficace et pérenne. Selon le rapporteur, je cite, le coût pour l'État de l'adoption de ces propositions de loi aurait été de l'ordre de 3,34 milliards d'euros en 2009, ce qui n'apparaît pas réaliste dans le contexte actuel des finances publiques, et vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Président de la Commission. Il semble en revanche réaliste que le gouvernement compte sur les départements pour assumer cette solidarité nationale. Il semble juste pour le gouvernement d'accorder depuis 2007 plusieurs milliards d'euros d'exonération fiscale des secteurs économiques à destination de telles franges de la population. C'est un choix politique qu'il convient de faire aujourd'hui en faveur de l'égalité, de la justice sociale, de notre pacte social républicain. Je souhaite que mes collègues, lors de la discussion générale, évoquent plus en détail cette question des ressources à mobiliser pour financer cette proposition de loi. Je compte sur eux pour faire preuve d'imagination, de réalisme, d'équité, de solidarité, et je sais que des idées existent sur tous les bancs de l'hémicycle. Monsieur le rapporteur justifie enfin son opposition à cette proposition de loi par la nécessité de ne pas court-circuiter les travaux en cours, et notamment l'ouverture du chantier de la dépendance annoncé par le Président de la République. Soulignons 2 points. 1. Le déséquilibre de financement de ces 3 allocations, reconnaissons-le, cela a été dit, ne date pas d'aujourd'hui et de ce gouvernement, et dès la mise en œuvre de l'APA,
ou du RMI-RSA, des écarts entre les recettes et les dépenses ont été identifiés. 2. La réforme de la dépendance, déjà promise de nombreuses fois ces dernières années, n'abordera que la question, certes essentielle, mais la seule question des personnes âgées en perte d'autonomie. Il est donc de ma responsabilité de dire que nous ne pouvons pas attendre le 1er janvier 2012 pour que ne soit traitée, et de quelle manière cela reste encore à construire, qu'une seule des 3 allocations visées. Enfin et surtout, la prééminence d'un débat, maintes fois annoncé et reporté, sur la prise en charge de personnes dépendantes, âgées et ou handicapées, n'exclut en rien que soit acté dès aujourd'hui par ce texte le principe de la compensation intégrale des allocations individuelles de solidarité par l'État. Pour conclure, je voudrais vous dire, mes chers collègues, combien il faut aborder le problème du financement de ces allocations comme une question spécifique aux départements. Il n'existe aucun autre exemple répondant aux mêmes caractéristiques, contrairement à la fausse comparaison qui est faite avec les transferts de compétences qui ont eu lieu lors de la mise en œuvre des premières lois de décentralisation. Le financement de ces allocations est d'une autre nature. Tout en étant financé par le département, c'est toujours le Parlement qui fixe le montant de l'APA, de la PCH et du RSA socle et leurs conditions d'attribution. Ainsi, dans le même temps où ces responsabilités sont assumées par les départements, les lois fixent étroitement le cadre et les conditions dans lesquelles les collectivités doivent les exercer. Comparons avec une autre compétence transférée, les collèges. C'est le département seul qui fixe le rythme et le montant des investissements qu'il décide de faire. C'est l'Assemblée départementale seule qui est redevable devant les concitoyens de ses choix d'investissement. Une seconde nuance existe et elle est de taille, c'est l'énormité des masses financières concernées par les décalages et leur accroissement qui sera de plus en plus important. Comment aujourd'hui aborder cette question? D'abord, en ne l'enfermant pas dans le problème des seules ressources, mais en la posant au regard de son rapport au budget de l'État avec les questions qui y sont liées, celles de l'impôt, de la CSG. Ensuite, en la posant au regard du bilan que nous devons faire du pacte républicain de solidarité et du contrat social issu du programme du Conseil national de la résistance, car les réponses durables à construire concernant les allocations se posent dans les mêmes termes que celles qui sont à construire concernant la santé, les retraites et la famille. Le temps est venu, je vais conclure aujourd'hui, de reconstruire ensemble, à la fois en France et sur le continent européen, un nouveau contrat social ferment d'un vivre ensemble conforté et durablement fraternel. Le sort des allocations individuelles de solidarité participe de ce débat et non d'une préoccupation comptable. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, en dépit des réserves formulées par la Commission et le gouvernement, d'adopter ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. Dans la discussion générale, la parole est à Charles Guené, rapporteur de la Commission des finances. Monsieur le rapporteur. Tu vas bien? Ça va. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui 3 propositions de loi identiques relatives à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements. Les 3 allocations visées sont le revenu de solidarité active, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. Ces propositions de loi qui ont été examinées par la Commission des finances le 30 novembre dernier, en même temps que les articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances que nous avons voté avant-hier, émanent du groupe socialiste, du groupe communiste et de 12 de nos collègues du groupe RDSE. Par ces propositions de loi, les auteurs ont voulu mettre l'accent, à juste titre me semble-t-il, sur les difficultés financières que rencontrent les départements dans leur ensemble. Ces difficultés résultent notamment des charges qui pèsent sur eux au titre des 3 allocations visées par les propositions de loi, difficultés dont nous avons entendu à travers les propos du président Arthuis
qu'elles peuvent être aujourd'hui relativisées au vu des diverses évolutions. Un mot de cadrage, d'abord, même si le droit vous dérange parfois, sur les compensations versées au titre de ces 3 allocations, en commençant par le RMI et le RSA. Le transfert du RMI, puisqu'il s'agit d'un transfert au département, en 2004 a bien été qualifié au regard de l'article 72.2 de la Constitution de transfert de compétences. Il en résulte que l'État a eu l'obligation de transférer au département des ressources équivalentes à celles qu'il consacrait à cette compétence avant son transfert. Cela a été fait par l'attribution de fractions de taxes intérieures sur les produits pétroliers. Cette obligation a même été dépassée puisqu'à l'initiative de notre commission des finances, l'État verse au département 500 millions d'euros supplémentaires par an au titre des fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. La généralisation du RSA a, en 2009, été qualifiée de simple extension de compétences des départements et non de transfert. L'État n'a donc pour obligation constitutionnelle que de transférer des ressources permettant de préserver le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Il a toutefois fait le choix de procéder à une compensation similaire à celle du RMI par versement d'une fraction de TIPP qui sera figée sur le montant des dépenses engagées par les départements au titre du RSA en 2010. En 2009, le montant de la compensation versée par l'État au titre du RSA s'est élevé au total à 5,76 milliards d'euros. Le montant à la charge des départements a été de 6,47 milliards d'euros et par conséquent, le montant non compensé par l'État a été de 708,6 millions, soit un taux de couverture de 89%. Le financement de l'APA et de la PCH obéissent à une logique différente. La création de l'APA en 2002 et celle de la PCH en 2006 n'ont pas non plus constitué des transferts de compétences. Seul l'objectif constitutionnel de préservation du principe de la libre administration s'applique donc. Aucun dispositif de compensation des charges par transfert de fiscalité n'a été mis en place. C'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, qui participe au financement de ces dispositifs qui sont à la charge des départements. La section 2 du budget de la CNSA retrace en recettes des contributions sociales qui sont affectées à la participation au titre de l'APA. Le montant de la contribution de la CNSA n'est donc pas corrélé au coût de l'APA, il évolue en fonction du produit des contributions. En 2009, la CNSA a contribué à hauteur de 1,55 milliard d'euros au financement de l'APA pour un coût global de 5,03 milliards d'euros pour les départements, soit un reste à charge de 3,48 milliards d'euros correspondant à un taux de couverture, je dirais, de seulement 30,8%. Ce taux de couverture étant en diminution linéaire depuis 2002, où il s'élevait, rappelons-le, à 43%. La section 3 du budget de la CNSA retrace pour sa part les dépenses affectées à sa participation au titre de la PCH. Dans ce cas non plus, le montant de la contribution de la CNSA n'est pas corrélé au coût de la PCH pour les départements. En 2009, la contribution de la CNSA au titre de la PCH s'est élevée à 509,7 millions d'euros, à comparer à un coût global pour les départements de 843,3 millions d'euros, soit un montant compensé de 333,6 millions d'euros et un taux de couverture, cette fois, de 60,4%. Je signale que du fait du montant global de la participation de la CNSA au financement de la PCH, il est sans lien avec le coût de la PCH. Le taux de couverture a été, les 2 premières années de création de la PCH, supérieur à 100%. Il l'est encore, d'ailleurs, pour certains départements. Ces 3 propositions de loi visent donc principalement, en réalité, ensemble, à réformer le financement de la dépendance. Si on fait le bilan du reste à charge pour les départements au titre des 3 allocations versées, on obtient un montant de 4,52 milliards d'euros pour 2009. L'APA représente à elle seule 77% de ce coût, puisqu'elle atteint 3,48 milliards d'euros en coût net de la participation de la CNSA pour les départements. S'ajoute à ce constat le fait qu'en dynamique, c'est également l'APA qui pèsera à moyen et long terme sur les budgets départementaux. En effet, le coût
du RSA varie avec la conjoncture économique. Il diminue nettement lors des phases de reprise de croissance, avec la contraction nette du nombre de ses bénéficiaires. Ainsi, on l'a vu, moins 12% en 2005 et 2008, par exemple. Le coût de la PCH, quant à lui, a fortement augmenté ces dernières années, mais cette hausse correspond principalement à la montée en charge d'un dispositif relativement nouveau. Il n'y a pas de raison qu'à moyen terme, le coût de la PCH, qui bénéficie aux populations handicapées, ne se stabilise pas. La situation est tout autre pour l'APA. En effet, comme l'a notamment relevé le rapport de notre mission commune d'information sur le 5e risque, présidé par notre collègue Philippe Marigny, le coût de la prise en charge de la dépendance augmentera nécessairement avec le doublement d'ici 2050 de la proportion des personnes âgées de plus de 75 ans dans l'ensemble de la population française. Si le coût d'APA est aujourd'hui le plus élevé pour les finances départementales, c'est aussi celui qui devrait augmenter le plus. Or, ce coût s'inscrit dans un contexte financier difficile pour les départements, comme l'a relevé le rapport sur les finances départementales rédigé par Pierre Jamet. Les départements ont connu ces 10 dernières années un effet de ciseaux incontestable entre la progression de leurs recettes et de leurs dépenses en fonctionnement. Les dépenses ont en effet globalement augmenté de 2% de plus par an que les ressources. Ce contexte s'est aggravé avec la crise économique récente qui a produit un triple effet. Le nombre de bénéficiaires du RSA a fortement augmenté, plus 16% entre juin 2009 et juin 2010. Les contributions de la CNSA se sont réduites du fait de la diminution du produit des cotisations sociales affectées aux départements. Et enfin, les recettes des droits de mutation à titre onéreux des départements se sont effondrées, moins 33% en 2007 et 2009, alors que les DMTO représentent environ 20% des recettes fiscales des départements. Alors, ce sont des propos qui méritent d'être nuancés, comme nous l'avons évoqué au départ avec le président Arthuis, mais ce sont quand même des réalités. Quelle est, dans ce contexte, la solution préconisée par les propositions ? Pour le RSA et la PCH, les propositions de loi préconisent une solution simple. L'État prendrait à sa charge l'intégralité du coût de ces prestations supportées par les départements. Chaque année, au vu des comptes administratifs, l'État compenserait à l'euro près le reste à charge des départements. Le coût de cette solution pour l'État aurait été en 2009 de 708 millions d'euros au titre du RSA et de 333 millions au titre de la PCH. Pour l'APA, la solution est un peu différente. En effet, les propositions de loi maintiennent à la charge des départements un ticket modérateur de 10%. L'État ne compenserait donc que 90% des dépenses d'APA des départements. En outre, cette compensation ne porterait pas sur le montant de la prestation spécifique de dépendance, la PSD, que l'APA remplace progressivement. Par conséquent, le coût de cette solution pour l'État peut être évalué à 2,3 milliards d'euros pour 2009 au titre de l'APA. Au final, les propositions de loi visent à transférer des départements à l'État une charge correspondant à 3,34 milliards d'euros, sans modifier les dispositions du RSA, de l'APA ou de la PCH, et surtout sans proposer la création de nouvelles recettes. C'est le point qui constitue pour moi la principale lacune des propositions de loi que nous examinons aujourd'hui. Je ne peux préconiser l'adoption de ces propositions de loi pour plusieurs raisons. D'une part, comme nous l'avons vu, elles visent principalement à modifier la prise en charge financière de la dépendance. Or, il ne vous a pas échappé que le président de la République a annoncé le 16 novembre dernier un débat national sur ce sujet qui doit se tenir dans le courant de l'année 2011. Ce débat sera suivi d'une réforme législative qui devrait être intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Il serait particulièrement malvenu, au moment où certains se sont émus du manque de concertation préalable à la réforme des retraites, de court-circuiter le débat qui nous est proposé. Je signale par ailleurs que le Sénat a contribué et va contribuer à ce débat avec sa mission commune d'information sur le 5e risque. Par ailleurs, la solution proposée n'est pas satisfaisante pour plusieurs raisons de fond. La compensation à l'euro près des dépenses de RSA et de PCH conduirait à déresponsabiliser totalement les départements dans la mise en œuvre de ces politiques. Or, un des avantages majeurs de leur gestion décentralisée est qu'ils sont mieux gérés que si la CNAF le faisait au niveau national, puisque c'est l'intérêt financier du département de le faire de manière fine. Certes,
Les départements ne décident pas du montant du RSA ni des critères d'attribution. Il est toutefois responsable de la gestion du fichier des allocataires, de sa mise à jour, des radiations, et il résulte de cette gestion des économies substantielles, et le premier vice-président du Conseil général que je suis en convient tout à fait, Monsieur Daudigny. D'autre part, le ticket modérateur de 10% proposé pour l'APA paraît relativement faible au regard de la répartition actuelle de cette charge. Un débat doit avoir lieu sur cette question. Enfin, le coût pour l'État de la solution proposée, qui aurait été de 3,34 milliards d'euros en 2009, je vous le rappelle, si elle avait été mise en œuvre, est excessive et irréaliste dans le contexte actuel des finances de l'État. Je rappelle que le déficit budgétaire de l'État pour l'année 2011 sera de 92 milliards d'euros, après un déficit de 152 milliards d'euros en 2010. Je relève pour conclure que la solution proposée par les 3 textes que nous examinons aujourd'hui reviendrait peu ou prou à remettre en cause le principe même de la décentralisation de ces allocations. En effet, quel serait l'intérêt de faire gérer par nos collectivités territoriales des compétences dont le coût leur serait, quoi qu'il arrive, intégralement compensé par l'État? C'est donc pour l'ensemble des raisons que je viens d'évoquer que je ne suis pas favorable à ces 3 propositions de loi. La Commission des finances a toutefois décidé de ne pas élaborer de texte propre et de discuter ici, en séance publique, sur la rédaction de nos collègues. Elle souhaite donc le rejet de chacun des articles qui composent ces propositions de loi de l'ensemble des textes. Je vous remercie pour votre attention. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Marianne Monchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis heureuse d'avoir l'occasion, à la faveur de l'examen de ces propositions de loi, de répondre devant la Haute Assemblée au débat qui traverse depuis plusieurs mois, en effet, cela a été dit, les départements de France. Les auteurs de ces PPL ont voulu mettre l'accent sur les difficultés financières qu'ils rencontrent, du fait notamment des charges qui pèsent sur eux au titre des 3 dispositifs de solidarité visés par les propositions de loi. Je veux parler du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Si le constat de ces difficultés est bien évidemment partagé, la solution apportée par ces propositions de loi nous est apparue quelque peu inadaptée à la nature des questions que, par ailleurs, posent ces propositions de loi, questions qu'en effet l'Assemblée des départements de France a soulevées. D'abord, le gouvernement est conscient des difficultés conjoncturelles, mais aussi des difficultés structurelles rencontrées par les départements. Les difficultés des départements s'expliquent d'abord par des facteurs structurels. Le rythme de progression des dépenses sociales obéit à des tendances en partie structurelles. Elles sont tantôt négatives, c'est l'apparition de nouvelles formes de précarité, c'est la dégradation du marché du travail en raison de la crise, tantôt des tendances que l'on pourrait qualifier de positives et dont il faut se réjouir collectivement, c'est le vieillissement de notre société, de notre population, avec en particulièrement l'allongement de la durée de vie et des phénomènes qui l'accompagnent, qui sont souvent heureux. Ces évolutions ne touchent pas seulement la France, elles touchent l'ensemble des démocraties occidentales et notamment les démocraties européennes qui y sont confrontées, mais il est clair que l'impact en France est particulièrement fort. Ainsi, s'agissant du vieillissement de la population, on s'attend à compter 1 400 000 personnes âgées en perte d'autonomie dès 2040, c'est beaucoup. Nous sommes donc face à un enjeu de société, face à un défi social, mais aussi à un défi financier. L'État a engagé des réformes importantes pour toujours mieux répondre aux besoins croissants des personnes en perte d'autonomie et de leurs familles par l'instauration d'aides financières spécifiques.
La loi du 20 juillet 2001 a ainsi créé l'allocation personnalisée d'autonomie. Celle du 11 février 2005, cher Paul Blanc, en faveur des personnes handicapées, a notamment créé la prestation de compensation du handicap. Par ailleurs, le revenu de solidarité active, créé par la loi du 1er décembre 2008, a pris la suite du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parents isolés par le RSA socle majoré à partir du 1er juin 2009, après une phase d'expérimentation menée grâce à des départements volontaires pour en tester la pertinence. Au total, en 2009, les dépenses d'aide sociale prises en charge par les départements ont représenté 12,4 milliards d'euros au titre de l'APA, de la PCH et du RSA. Mais avec la crise, l'augmentation de ces dépenses sociales s'est amplifiée, alors que les recettes des départements se sont contractées, créant un effet de ciseaux particulièrement marqué, cela a été dit. Cet écart entre l'évolution des recettes et des dépenses s'est accentué depuis le deuxième semestre de l'année 2008 en raison de 3 facteurs résultant directement de la crise économique. C'est le nombre de bénéficiaires du RSA qui a considérablement augmenté, 1 140 000 bénéficiaires du RMI en juin 2008, contre 1 330 000 allocataires du RSA socle en juin 2010, 16% de plus en 2 ans. Les recettes de cotisations sociales perçues par la CNSA ont diminué du fait du ralentissement de l'activité économique. Enfin, la contraction des recettes a particulièrement touché la fiscalité indirecte avec une chute des droits de mutation à titre onéreux due au retournement du marché immobilier pendant la crise. Je note cependant que cette tendance s'est depuis inversée, puisque fin novembre 2010, les DMTO avaient progressé de 36% par rapport à leur niveau de novembre 2009. Fin novembre 2010, ils s'établissaient à un peu plus de 5 900 000 euros, soit d'ores et déjà près de euros, soit près de 700 millions d'euros de plus que sur l'ensemble de l'année 2009, une année pour laquelle ils s'étaient élevés à 5,2 milliards d'euros. Enfin, j'ajoute que l'ampleur de cet effet de ciseaux n'a pas été le même d'un département à l'autre. Cet aspect est extrêmement important, c'est un fait incontestable, les pratiques locales sont diverses, les héritages de la gestion passée, les réalités démographiques, les réalités sociales, économiques sont propres à chaque département. La France des territoires est faite de réalités multiples, les pratiques locales y sont donc variées et y sont souvent hétérogènes. Les rapports du groupe de travail présidé par Gilles Carrez et Michel Thénault, celui de Pierre Jamet, ont démontré à l'évidence cette diversité. Aussi, je suis bien consciente de la situation difficile dans laquelle se trouve un certain nombre de départements. C'est même pour cela que je peux affirmer que les réponses apportées par ces propositions de loi ne sont pas adaptées à la nature du problème qui nous est posé. Aussi, pour la clarté des débats, je souhaite rappeler, au préalable, ce que recouvre réellement la participation de l'État aux charges engendrées par ces dispositifs de solidarité. S'agissant du RSA, l'État a fait le choix de procéder à une compensation similaire à celle du RMI par versement d'une fraction de TIPP qui est figée sur le montant des dépenses engagées par les départements en 2010. Je rappelle au passage que pour le RMI, l'État avait été au-delà de ses obligations légales avec le Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion qui voit son existence confortée à hauteur de 500 millions d'euros par an pour la période 2011-2013. La contribution nationale au financement de l'APA est quant à elle opérée via la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2 ressources fiscales ont été créées et viennent alimenter le budget de la CNSA. La contribution solidarité pour l'autonomie et la contribution additionnelle de 0,3% au prélèvement social de 2%, assis comme on sait sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement qui s'ajoutent à la fraction de 0,1% de CSG. Mais à la différence de la compensation du RMI et du RSA, le montant annuel du concours de la CNSA n'est pas corrélé à la charge réelle de l'APA pour les départements. Le taux de couverture n'est donc déterminé chaque année qu'une fois le budget de la CNSA exécuté. Ainsi, de manière plus générale, je veux préciser, car cela me paraît important, que la dépense publique dépendance excède le seul financement de l'APA par les départements. On l'évalue aujourd'hui à quelques 22 milliards d'euros, soit un peu plus de 1% du PIB. Enfin, s'agissant de la prestation de compensation du
handicap. À l'instar de l'APA, une contribution de la CNSA participe à son financement. S'agissant du reste à charge des départements, je crois, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'il faut que nous soyons clairs sur ce point. Les auteurs de ces propositions de loi ont opté pour une présentation relativement imprécise, qui s'avère, hélas, tronquée. Quand on compare les dépenses exposées par les départements au titre du RMI-RSA, de l'APA et de la PCH aux compensations correspondantes versées par l'État via la TIPP, le FMDI et les concours de la CNSA, on observe un reste à charge qui croît régulièrement du fait de l'effet de ciseaux que j'ai développé précédemment. Les auteurs des propositions de loi l'estiment à quelque 3,8 milliards d'euros en 2008, avec un taux de couverture qui, de ce fait, est de 66,6%, de 4,5 milliards d'euros en 2009, un taux de couverture de 63,26%, et autour de 5,4 milliards d'euros en 2010, ce qui fait un taux de couverture de 60,25%. Si la progression est incontestable, les chiffres avancés ne sont pas exacts, ne sont pas justes. En effet, la présentation omet, ce qui est quand même tout à fait impactant, les produits résultant des compensations transférées au département depuis 1984 au titre des prestations légales d'aide sociale versées aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées, PSD intégré à l'APA et ACTP intégré à la PCH. Naturellement, les quotes-parts de DMTO transférées en compensation de la prise en charge des personnes dépendantes se sont élevées en 2009 à 1,4 milliard d'euros. La différence n'était donc plus en 2009 les 3,55 milliards d'euros que vous pointez. Pardon, je commets une erreur. Il n'était que donc de 3,55 milliards d'euros, soit un taux de couverture bien supérieur à celui que vous annoncez, puisque ce taux de couverture était de 71%. Le gouvernement est conscient toutefois que, bien entendu, le problème structurel demeure. Ces PPL proposent cependant un mécanisme de compensation qui ne semble pas adapté à la nature des problèmes rencontrés et qui, par ailleurs, va largement au-delà des obligations constitutionnelles de l'État. J'y reviens dans un instant. Que proposent en effet ces deux propositions de loi ? En première intention, elles semblent simples, voire à certains égards séduisantes. Pour le RSA et la PCH, l'État prendrait à sa charge ni plus ni moins l'intégralité du coût de ces prestations supportées par les départements. Pour l'APA, le mécanisme proposé en réalité s'avère particulièrement complexe, pour ne pas dire résistant à l'intelligibilité générale du système. Il distingue en effet le calcul de la compensation des charges liées à l'APA à domicile et à l'APA en établissement, auquel est appliquée une franchise de 10%, ainsi que pour l'APA à domicile, une minoration correspondant au montant actualisé de la compensation versée en 2001 au titre de l'ancienne prestation spécifique dépendance, la PSD. Au-delà de la complexité du système proposé, j'y vois un danger. Un danger pour les départements, car ces propositions les déresponsabiliseraient en quelque sorte et au fond remettraient en cause la décentralisation. Les propositions formulées placent à l'évidence le département dans une position limitée à la gestion d'allocations. Avec une compensation intégrale des dépenses engagées, les départements n'auraient, par exemple, plus aucun intérêt à vérifier notamment la situation des bénéficiaires. Plus encore, ce n'est pas l'esprit qui a présidé, mesdames et messieurs les sénateurs, à l'instauration de ces dispositifs. Nous sommes ici au cœur du débat. Nous ne pouvons considérer raisonnablement ces trois dispositifs comme de simples allocations de solidarité. Nous avons affaire, au contraire, à des prestations qui sont assorties d'un accompagnement personnalisé, évolutif. Personne mieux que vous ne le sait, et ce sont justement les services départementaux qui organisent les conditions et le suivi individualisé de cet accompagnement personnalisé, avec une dimension contractuelle pour le RSA, avec un projet de vie pour la PCH et avec un plan d'aide pour l'APA. Vouloir réduire ces dispositifs personnalisés à des allocations classiques n'est pas la bonne voie à suivre, y compris lorsque l'on se pose justement la question de la pérennité de leur financement. D'ailleurs,
Un des avantages majeurs d'une gestion décentralisée n'est-il pas d'assurer une gestion et un suivi adaptés aux besoins réels de nos concitoyens? N'est-ce pas, du reste, l'intérêt financier du département que de le faire au plus fin des réalités sociales qu'il connaît si bien? C'est d'ailleurs, mesdames et messieurs les sénateurs, ce qu'avait souligné le Sénat en 2007 dans un rapport sur le contrôle comptable du RMI. Il n'est pas raisonnable de faire dépendre mécaniquement le versement de compensation financière d'une politique départementale. À l'époque, le rapporteur de ce rapport, Michel Mercier, avait montré brillamment que la décentralisation du RMI avait permis d'améliorer significativement la qualité de la gestion de l'allocation et du fichier des bénéficiaires parce que, précisément, les départements étaient financièrement intéressés à cette bonne gestion. Ensuite, permettez-moi de vous dire que l'idée d'un ticket modérateur de 10% proposé pour l'APA, ainsi que votre rapporteur le signalait il y a un instant, paraît relativement faible au regard de la répartition actuelle de cette charge. La réforme proposée par ces propositions de loi remettrait donc en cause le principe même de la décentralisation en réduisant le rôle des départements à de simples établissements publics mettant en œuvre localement une politique nationale. Est-ce vraiment ce que veulent les auteurs de ces propositions de loi? Je ne peux l'imaginer. Par ailleurs, mesdames et messieurs les sénateurs, ces propositions de loi vont au-delà des obligations constitutionnelles qui pèsent sur l'État. C'est un point important dans notre débat. Cela a été souligné lors des interventions et lors de l'une de ces interventions, puisqu'il sous-tend les raisonnements que portent précisément ces propositions de loi. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'interpréter l'article 72.2 de la Constitution, notamment par sa décision du 13 janvier 2005 relative à la loi de programmation pour la cohésion sociale. Il a estimé que lorsque l'État transfère aux collectivités territoriales des compétences auparavant exercées par lui, le législateur était tenu de leur attribuer des ressources correspondant aux charges constatées à la date du transfert. Or, pour l'APA, pour la PCH et le RSA, dans sa partie socle majorée, nous sommes en présence d'extensions et non de transferts, extensions de compétences à l'égard desquelles il n'existe aucune obligation constitutionnelle de compensation intégrale des charges, la Constitution imposant seulement au législateur d'accompagner financièrement ces extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau. Ces propositions de loi créent une charge excessive pour l'État, même si le gage, convenons-en, insuffisant que vous introduisez permet de contourner l'article 40 de la Constitution. Le coût pour l'État de la solution proposée est d'abord excessif et irréaliste dans le contexte actuel de nos finances publiques, ainsi que l'a rappelé il y a un instant votre président de la Commission des finances, Jean Arthuis, et vous-même, monsieur le rapporteur. En effet, chaque année, au vu des comptes administratifs, l'État compenserait, si je vous lis bien, à l'euro près le reste à charge des départements. Le coût de cette solution pour l'État aurait été en 2009 de 733 millions au titre du RSA, 125 millions au titre de la PCH. Pour l'APA, un coût pour l'État évalué à 2,7 milliards d'euros pour 2009. Au total, les propositions de loi visent à transférer des départements à l'État une charge correspondant à 3,55 milliards d'euros sans modifier et sans améliorer pour autant les dispositifs RSA, APA et PCH. Quant aux gages proposés sur une augmentation des droits sur le tabac, il s'avère inapproprié car, si je puis dire, décalé quant à son échelle. Il faut savoir en effet qu'une augmentation de 6%, comme celle qui est intervenue en novembre dernier, ne produit en année pleine, comme vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'environ une recette de 400 millions d'euros. Enfin, et je veux m'arrêter un instant sur ce point, la réponse que vous proposez est inadaptée face à un problème qui, vous le savez bien, est beaucoup plus global, car il s'agit d'une question sociétale, celle de la prise en charge de la dépendance dans notre pays. L'analyse des données chiffrées montre que la question de la compensation des allocations individuelles à la charge des départements concerne très majoritairement l'APA, qui représente plus des 3/4 du coût net de la prise en charge des 3 prestations APA, PCH, RSA pour les départements. J'ajoute
que ce constat est renforcé par une différence de dynamisme entre les trois prestations à long terme. Naturellement, le nombre d'allocataires du RSA et de la PCH n'a pas vocation, n'a pas tendance à augmenter en pourcentage de la population, en dehors bien sûr de ces périodes difficiles, de mauvaise conjoncture économique que nous avons connues. Alors que le coût, et vous en conviendrez, de l'APA, parce qu'il est structurel, devrait croître au fur et à mesure de l'allongement de la durée de vie et donc du vieillissement de la population. Ainsi, aussi bien en termes de montant à charge des départements à court terme qu'en termes d'évolution sur la longue période, c'est bien la question plus large de la dépendance qui est au cœur du sujet. La réponse à la situation des départements passe donc, aux yeux du gouvernement, par une véritable réflexion sur la prise en charge de la dépendance. Quelles sont en effet les réponses du gouvernement au Parlement? Le gouvernement souhaite privilégier une réponse en deux temps. D'abord, des mesures ciblées et ponctuelles pour le présent et, si j'ose dire, pour faire face. Ensuite, des réponses structurelles sur la prise en charge de la dépendance pour l'avenir. D'abord, la réponse de court terme. À la suite du rapport de Pierre Jamet, comme vous le savez, le Premier ministre, après avoir rencontré le bureau exécutif de l'ADF, c'était le 1er juin dernier, a décidé de mettre en place une mission d'appui pour aider les départements qui rencontreraient dès 2011 des difficultés financières urgentes. Cette mission est à pied d'œuvre. Elle a d'ores et déjà été sollicitée par plusieurs départements. Le travail entre cette mission et les présidents de conseils généraux qui la solliciteront pourra déboucher sur une convention avec l'État portant des mesures de soutien financier. Je tiens à rappeler ici, car c'est une donnée importante, que le recours à la mission, comme les échanges préalables à la décision de passer ou non une convention, sont placés sous le sceau de la plus stricte confidentialité. C'est la condition d'une démarche à la fois contractuelle et respectueuse de la libre administration. Par ailleurs, le gouvernement a décidé un moratoire sur l'adoption de nouvelles mesures réglementaires concernant les collectivités territoriales. Il s'est traduit déjà par la mise en œuvre par la circulaire du 6 juillet 2010 du Premier ministre pour les collectivités territoriales, dont les effets sont immédiats et sont tangibles. Parallèlement, répondant en cela à la sollicitation de son président Alain Lambert, il a accepté que la commission consultative d'évaluation des normes puisse étudier, sur la base des propositions formulées par l'AMF, par l'ADF et par l'ARF, non plus simplement le flux des nouvelles normes réglementaires, mais également son stock de normes réglementaires accumulées. Mon collègue, Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, travaillera ensuite en concertation avec les associations d'élus à l'élaboration de mesures résultant des propositions de la commission consultative d'évaluation des normes. Enfin, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement a prévu des mesures concrètes en PLF 2011 et au PLFR pour 2010. Une réponse structurelle avec un dispositif innovant de péréquation fiscale. Il s'agit du fonds de péréquation des DMTO dès 2011, il s'agit du fonds de péréquation CVAE réparti début 2013, dispositif qui doit contribuer à résorber en partie le déséquilibre structurel de ressources entre les départements. La péréquation verticale est accentuée parallèlement. En matière de RSA, le gouvernement a veillé à appliquer strictement la clause de revoyure prévue par la loi, en acceptant toutefois de neutraliser ses effets à l'égard des 35 départements qui n'ont imputé aucune dépense de RSA socle majoré, pour 2009, ou un montant significativement inférieur à la dépense d'API supportée par l'État en 2008. Ainsi, le PLF 2011 met en œuvre la seconde clause de revoyure, qui se traduit par l'ouverture de 975 millions d'euros, dont 840 millions d'euros sont fléchés vers les départements métropolitains. De plus, le PLFR 2010, qui est aujourd'hui en examen à l'Assemblée, dispose la création d'un fonds d'aide aux départements en difficulté, doté, comme vous savez, de 150 millions d'euros. Cet amendement, comme je le disais, discuté en ce moment même à l'Assemblée, fusionne, si je puis dire, deux enveloppes par ailleurs distinctes de 75 millions d'euros, qui seront respectivement répartis entre les départements connaissant des difficultés financières particulières
et qui auront conventionné avec l'État et entre les 30 départements les plus fragiles au regard de la faiblesse de leurs ressources, du revenu moyen de leurs habitants et de la proportion de personnes âgées au sein de leur population. La mission d'appui IGF, IGAS, IGA sera le levier opérationnel pour analyser la situation des départements. Je cite, mesdames et messieurs les sénateurs, ces quelques exemples pour vous rappeler que dans ce domaine, nous agissons concrètement. Car à nos yeux, ces sujets sont très importants. Il ne faut pas les traiter un par un, mais il faut s'efforcer de réfléchir de manière approfondie, durable et globale. C'est dans cette logique, et pour la longue période, que le gouvernement s'est engagé à ouvrir en effet le chantier de la dépendance, et ce, dès les semaines à venir. Le président de la République l'a annoncé le 16 novembre dernier. Il s'agit d'un débat national sur la prise en charge de la dépendance qui doit se tenir dans le courant de l'année 2011, dans son premier semestre précisément, avant une inscription de la réforme dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 notamment. C'est un enjeu primordial aussi, bien sûr, évidemment, pour les départements. Au vu du très grand nombre d'acteurs concernés par le champ de la dépendance, il est impératif qu'il soit mené dans la concertation et que, naturellement, les départements de France y prennent leur juste part, toute leur part. Plusieurs rapports ont éclairé ce sujet complexe. Je pense naturellement au rapport Gissereau, au rapport Vassel, au rapport Rousseau-Debord, celui de la Cour des comptes, qui ont dressé des diagnostics, qui ont proposé un panel d'options envisageables sur l'évolution de la gouvernance, sur les financements et sur le degré de socialisation des dépenses de dépendance. Il nous appartiendra donc collectivement de dégager des solutions négociées, des solutions partagées. Je suis convaincue que ce travail auquel seront associés tous les groupes politiques formulera des propositions susceptibles de nourrir les initiatives législatives à venir. Telles sont, mesdames et messieurs les sénateurs, les raisons pour lesquelles le gouvernement souhaite que ces propositions de loi ne soient pas adoptées. Notre devoir est de laisser le chantier de la dépendance se dérouler, d'élaborer des propositions et d'en tirer les conséquences législatives le moment venu. Notre devoir sera alors d'examiner des textes mûrement réfléchis, préparés par des acteurs différents et complémentaires. Notre devoir est enfin, il n'y a pas de différence entre nous sur ce point, de réfléchir sereinement aux réformes importantes qui nous attendent et qui permettront de faire progresser tout à la fois notre démocratie, nos équilibres généraux dans un souci partagé de la plus large transparence possible. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, dans la suite de la discussion générale, la parole est à Yves Cratinger pour le groupe socialiste pour 10 minutes. Salut Yves. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je commencerai en saluant l'immense travail qui a été effectué sur cette thématique au sein de l'Assemblée des départements de France, l'ADF, et dont le Congrès d'Avignon, en octobre dernier, fut sans conteste le point d'orgue. Je salue la présence parmi nous de son président, Claudie Le Breton, de son vice-président, qui a beaucoup travaillé sur le dossier, Michel Dinet, ainsi que celle d'un certain nombre des représentants des départements. Jamais, jusque-là, nous n'étions parvenus à une telle convergence, pour ne pas dire unanimité. Unanimité d'abord sur la nécessité d'un engagement des départements dans la mise en œuvre des solidarités sociales, l'APA, la PCH, le RSA. Ensuite, unanimité sur un constat, l'effet de ciseau très important subi par les départements en raison essentiellement de la compensation insuffisante par l'État du coût des 3 allocations de solidarité. Unanimité enfin sur la nécessité d'un acte législatif pour régler ce problème qui est structurel.
La séance d'aujourd'hui est donc une première victoire pour celles et ceux nombreux qui pensent que la solidarité nationale n'est pas un vain mot et que des réponses sont urgentes pour la viabilité à long terme du pacte républicain et pour les départements en termes de financement sur le court terme. Il s'agit d'une première étape parlementaire, d'un combat qu'il faut poursuivre pour que les conseils généraux restent en situation d'agir quotidiennement à l'amélioration du bien-être de nos concitoyens en concrétisant les solidarités sociales et territoriales. Plus personne ne conteste sérieusement la spécificité des difficultés budgétaires rencontrées par les conseils généraux. Aucun autre niveau de collectivité ne subit un tel décalage entre la progression rapide de ces dépenses qui sont obligatoires et la stagnation de leurs recettes. Évoquant ce phénomène de désajustement à l'occasion de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2011 le 22 octobre dernier, notre collègue rapporteur du budget à l'Assemblée nationale a eu ces mots très justes, et je le cite, « Quand vous gérez au plus près, que vous réalisez toutes les économies possibles et que malgré tout vous rencontrez des difficultés, c'est que quelque chose ne va pas dans la structure même des financements. » Il parlait des conseils généraux. Gilles Carrez a parfaitement raison. Quelque chose ne va pas et ce dérèglement est à chercher dans la nature même du système de compensation mis en œuvre depuis 2002, nous en convenons. En octobre 2009, la Cour des comptes estimait déjà, à propos du financement de la décentralisation, et je la cite, que les mécanismes retenus n'apparaissent ni satisfaisants ni viables à long terme dans le domaine social. Et il parlait des départements. Or, dans le projet de loi de finances 2011, rien de pérenne n'a été proposé, bien que nous ayons eu à débattre de cette question à travers de nombreux amendements. Ainsi, les départements doivent faire face à des dépenses sociales, RSA, PCH, APA, croissantes, près de 13,5 milliards d'euros en 2010, et le reste à charge net supporté par eux pour la seule année 2010 atteint un montant de 5,3 milliards d'euros. On peut d'ailleurs noter, pour un département, celui que j'ai l'honneur de présider, qui figure dans les 10 départements les plus pauvres, que la compensation 2010, Madame la Ministre, atteint seulement 54% des dépenses des allocations de solidarité. Cela traduit, en plus, un traitement injuste des inégalités territoriales dans la manière dont sont réparties les compensations. Face à ce constat partagé, bien au-delà des 102 départements de France, que nous propose aujourd'hui le gouvernement? Voilà donc pour la séance de cet après-midi consacrée à la compensation des allocations individuelles de solidarité. Prochain rendez-vous de l'actualité politique et parlementaire, le journal de 19h présenté par Michel Grossior, puis le 22h, Sonia Mabrouk. Et bien sûr, vous pouvez toujours retrouver la séance en VOD sur notre site publicsena.fr. Très bonne soirée sur notre chaîne.